Nous vous souhaitons la bienvenue sur ce webinaire dédié à la présentation des métiers d'inspecteur du recouvrement et aux modalités de sélection et de formation prévues sur ces emplois. Différentes personnes vont intervenir tout au long de ce webinaire. Nous allons donc commencer par nous présenter. Je suis Maude Mallier, je suis responsable du département Emploi, Carrière et Compétences au sein de la fonction RH régionale. Et je vais laisser Isabelle Coudour se présenter à son tour. Oui, bonjour, Isabelle Coudour, je suis expert formation au sein de la fonction contrôle en URSSAF-Rhône-Alpes. Donc, je passe la parole à Stéphanie. Bonjour, je suis Stéphanie Baudegarnier. Je suis responsable du service contrôle hors lutte contre le travail illégal en URSSAF-Rhône-Alpes sur le site de la Savoie, sur le site de Chambéry. Et je passe la parole enfin à Lauriane. Bonjour, donc je suis Lauriane Grandjean, responsable de la lutte contre le travail dissimulé sur les sites de Valence et de Grenoble. Je repasse la main à Maude pour la suite du programme. Nous avons prévu 4 temps de présentation, à la fin desquels nous avons à chaque fois prévu un petit temps pour répondre à vos questions en direct. Nous allons d'abord aborder l'environnement institutionnel avec un zoom sur le réseau des URSSAF, puis nous nous concentrerons sur les métiers d'inspecteur CCA et LCTI, et enfin nous préciserons les modalités liées au recrutement et à la formation. Pour échanger avec nous tout au long de ce webinaire, vous disposez d'un encart questions-réponses sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions dans ce chat à tout moment. Nous y répondrons en direct lors des temps dédiés entre les différentes parties qui composent le webinaire. Je vous invite également à liker les questions d'autres participants si celles-ci vous intéressent également. Et vous pourrez accéder au replay. Vous avez pour ça 2 possibilités, soit le visionner directement à la fin du webinaire en cliquant sur le même lien qui vous a permis de vous connecter, soit vous pourrez le visionner dès demain sur la page LinkedIn URSSAF Rhône-Alpes ou sur la page YouTube Les URSSAF Auvergne et Rhône-Alpes. C'est parti pour la présentation de l'environnement institutionnel. La sécurité sociale est un organisme privé qui exerce une mission de service public. Elle a été créée par l'ordonnance du 4 octobre 1945 avec un principe fondateur qui est que la sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. La sécurité sociale n'est pas gérée d'un bloc, mais elle est subdivisée en différents régimes. Le régime agricole, les régimes spéciaux, notamment ceux des entreprises publiques, et celui qui couvre plus de 90% de la population, le régime général, qui comprend désormais également le régime des artistes-auteurs et des étudiants. Ce régime général est lui-même composé de 5 branches qui sont chargées de la gestion de risques particuliers. Le risque famille, la branche famille gérée par les caisses d'allocation familiale, la maladie gérée par les caisses primaires d'assurance maladie, la branche retraite gérée par les CARSAT, la branche autonomie, depuis le 1er janvier 2021, gérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et enfin la branche recouvrement, gérée par les URSSAF qui nous intéressent aujourd'hui. Le réseau des URSSAF, c'est une mission sociale et économique, 16 000 collaborateurs pour gérer les comptes de plus de 10 millions d'employeurs et d'entrepreneurs, une caisse nationale, 22 URSSAF régionales, 4 caisses générales de sécurité sociale situées dans les départements d'outre-mer, une caisse de sécurité sociale située à Mayotte, une caisse commune de sécurité sociale en Lozère. La gestion des URSSAF est paritaire, composée pour moitié de représentants employeurs et de représentants salariés, et elle a des activités nationales qui sont réparties sur tout le territoire. Les missions du réseau des URSSAF, qui vont être développées dans les slides suivantes, sont assurer le financement de la protection sociale au quotidien, garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques, accompagner tous les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Assurer le financement de la protection sociale au quotidien, c'est quoi? C'est collecter et redistribuer les cotisations et les contributions sociales avec efficacité et équité.
À travers ces chiffres, on voit bien que l'URSSAF encaisse plus de 500 milliards d'euros de cotisations. Elle l'a fait en 2020 alors que c'était la crise sanitaire, que les coûts de gestion sont faibles puisqu'ils représentent 0,28 euros sur 100 euros encaissés. Qu'en moins de 5 heures, le réseau des URSSAF reverse l'argent des cotisations aux caisses prestataires. Elle collecte donc les cotisations sociales auprès de 25 millions de salariés et de 10 millions d'employeurs et d'entrepreneurs qu'elle redistribue auprès de 880 organismes, dont les plus importants, l'assurance maladie, l'assurance retraite, la CAF et l'UNEDIC. Ces mêmes organismes reversent ensuite les prestations sociales auprès de millions de Français. On voit bien que l'URSSAF est la cheville ouvrière du financement de la sécurité sociale. La deuxième mission, garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques, c'est-à-dire sécuriser et contrôler les déclarations. En effet, sécuriser pour prévenir les erreurs ou les anomalies avant ou pendant la période de déclaration. Cette période de prévention et de sécurisation permet de répondre aux interrogations des entreprises sur la législation, questions complexes, rescrits, etc., de faire de la pédagogie via des contrôles sur demande ou des visites conseils. Au-delà de ce volet prévention, le contrôle est une contrepartie naturelle du système déclaratif. Il constitue la vérification de l'exactitude des déclarations réalisées. Le contrôle garantit l'égalité de traitement entre les cotisants en préservant les droits des salariés et des entreprises, le tout pour maintenir les conditions d'une concurrence loyale. Depuis 2018, la loi ESSOC, l'État au service d'une société de confiance, intègre la notion du droit à l'erreur dans tous les processus de recouvrement de l'URSSAF, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction en cas d'erreur commise de bonne foi. En 2020, on voit que l'URSSAF, au travers de ses contrôles, a redressé plus de 571 millions d'euros et a restitué aux entreprises 70 millions d'euros dans le cadre de crédits de trop payés. Garantir les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques, c'est également lutter contre la fraude au prélèvement social. Au travers de ces chiffres, on voit l'importance que la mission de lutte contre le travail illégal a dans les URSSAF. En effet, il y a plus de 25 000 actions de contrôle et de prévention qui ont été engagées à ce titre, dont plus de 4 500 actions ciblées. 89% de ces actions ciblées ont d'ailleurs abouti à un redressement au titre de la lutte contre la fraude. 605 millions d'euros de cotisations frauduleusement éludées ont été redressées et parmi ces 605 millions, 33 millions plus spécifiquement dans le cadre de la lutte contre la fraude au détachement. La troisième mission de l'URSSAF, c'est d'accompagner tous les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. En effet, l'URSSAF informe l'employeur sur ses démarches et ses obligations sociales en s'adaptant aux besoins des publics. L'URSSAF soutient les entreprises en difficulté avec de l'information préventive suite à des difficultés de paiement, des offres d'accompagnement. Elle a un traitement le plus adapté possible à la situation des cotisants et des mesures prises pour les aider. Par exemple, des accords de paiement, des remises de majoration de retard. Elle développe des partenariats locaux pour avoir une approche plus globale des problématiques des entreprises et une action plus cohérente et efficace. Elle met en place des dispositifs concrets pour détecter les difficultés des entreprises, comme par exemple le dispositif Signaux faibles, et elle met en place des plans d'accompagnement qui sont déclenchés dans le cadre de situations exceptionnelles, intempéries, mouvements sociaux, exemple la crise des gilets jaunes, crise économique ou sanitaire. L'URSSAF a eu un rôle majeur dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire avec la mise en place de tout un arsenal de dispositifs d'aide aux entreprises afin de les soutenir économiquement. Donc, les reports d'échéances, des aides, exonération de Covid, étalement, effacement de dettes. Ces mesures ont été ciblées et elles ont été adaptées en fonction de l'évolution de la pandémie. Enfin, l'URSSAF met à disposition des décideurs économiques et politiques des données statistiques. Elle réalise des analyses statistiques sur des données conjoncturelles avec comme base la masse salariale, les effectifs, par secteur, par bassin d'emploi. Elle participe aux observatoires économiques régionaux et elle ouvre ces données au plus grand nombre pour permettre à tous de créer notamment de nouveaux services à partir de ces données. Nous arrivons donc à la fin de cette première partie de présentation. Vous pouvez désormais
poser vos questions. Alors, on va regarder du coup si on a pu enregistrer des questions sur cette partie. Il n'y a pas de questions pour le moment. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'environnement de travail, c'est-à-dire l'institution de sécurité sociale ou le réseau des URSSAF. On vous laisse quelques instants pour pouvoir poser vos questions. En tout état de cause, si vous aviez des questions sur cette première partie de webinaire qui vous venait plus tard dans la présentation, n'hésitez pas à les poser, on répondra à ce moment-là. On va passer du coup à la suite de la présentation. Nous allons désormais vous présenter les métiers d'inspecteur du recouvrement. D'abord, pourquoi contrôler les cotisants? Le recouvrement des cotisations et des contributions repose, nous l'avons dit antérieurement, sur la base d'un système déclaratif. Ce sont les cotisants eux-mêmes qui déterminent et qui déclarent le montant de les cotisations et des contributions qu'ils ont à verser. Cela implique en contrepartie de contrôler régulièrement, le plus souvent a posteriori, l'exactitude et la conformité des informations déclarées pour rétablir les salariés dans leurs droits, par exemple établir des DAS rectificatives, vérifier qu'ils ont bien fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et garantir une saine concurrence entre les entreprises. Cette mission est principalement assurée par les inspecteurs qui sont répartis en 2 spécialités, le contrôle comptable d'assiette et la lutte contre le travail illégal. Au-delà du métier d'inspecteur, les contrôleurs interviennent également dans le dispositif de contrôle en vérifiant la conformité des déclarations effectuées, mais sur les petites entreprises et sur pièce. C'est-à-dire qu'ils ne se déplacent pas en entreprise et restent à l'URSSAF. Les missions des inspecteurs sont communes pour la majorité, garantir aux salariés le respect de leurs droits sociaux et assurer aux employeurs une saine concurrence, vérifier la conformité des déclarations effectuées par les entreprises en examinant sur place les documents, conseiller pour une bonne compréhension et l'application de la législation, participer à la lutte contre l'évasion sociale, les fraudes et le travail illégal, informer les entreprises sur les risques engendrés par la fraude et le travail illégal. Le socle de mission est donc commun, mais les métiers sont quand même différents. On voit que principalement sur le contrôle comptable d'assiette, il faut régulariser les cotisations et les contributions sociales en cas d'anomalie, conseiller pour une bonne compréhension et application de la législation, et lutter contre la fraude en lien avec une multitude de partenaires. La lutte contre le travail illégal, on voit que l'activité principale, c'est démontrer le recours au travail illégal, évaluer le préjudice pour la sécurité sociale et instruire les procédures pénales. De ce fait, les partenaires sont aussi différents. En contrôle comptable d'assiette, on a surtout un partenariat avec les impôts, les banques, les huissiers de justice, évidemment les contrôleurs et inspecteurs LCTI et les autres organismes de la sécurité sociale. La lutte contre le travail illégal, les partenaires principaux sont souvent OPJ, police, gendarmerie, douane, mais également les services fiscaux, les contrôleurs et inspecteurs CCA et autres organismes de sécurité sociale. Les principales missions d'un inspecteur CCA, c'est donc le contrôle en entreprise ou chez un tiers déclarant, donc un cabinet comptable, de l'adéquation sur les 3 dernières années entre les déclarations de l'entreprise et les documents juridiques, sociaux et comptables. Le but est de vérifier que tout ce qui devait être mis à cotisation l'est effectivement, mais également rectifier les erreurs lorsque l'entreprise cotise trop. L'inspecteur CCA participe à la lutte contre le travail illégal et à la fraude, soit dans le cadre de ces contrôles classiques, en vérifiant par exemple la sous-traitance en comptabilité, en vérifiant que le sous-traitant est bien déclaré et qu'il déclare, et s'il est déclaré, qu'il déclare l'intégralité de ses revenus à l'URSSAF, soit dans le cadre du renfort aux équipes de lutte contre le travail illégal sur des opérations de masse dites préventives ou des opérations ciblées d'envergure.
Il sécurise et prévient également les entreprises dans le cadre de plusieurs dispositifs existants tels que visite conseil, contrôle à la demande et sécurisation des accords d'épargne salariale. Comment se déroule un contrôle comptable d'assiette? C'est très encadré juridiquement par les articles R243-59 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les contrôles comptables d'assiette sont obligatoirement précédés de l'envoi d'un avis de contrôle avec un respect d'un délai de prévenance d'1 mois. Les investigations sont réalisées sur place. Elles sont suivies d'un entretien conclusif avec les représentants de l'entreprise et l'envoi d'une lettre d'observation motivée détaillant les éventuelles régularisations. À compter de la réception de cette lettre d'observation, la personne contrôlée dispose d'une période contradictoire de 30 jours, renouvelable une fois pour répondre aux observations du contrôle. L'inspecteur doit répondre à chaque argument de l'entreprise sous peine de vice de forme. L'inspecteur rend son dossier, donc il dépose son dossier de contrôle qui est appelé également procès-verbal. Une fois que l'inspecteur a rendu son procès-verbal à l'issue de tous ces délais, l'organisme peut enregistrer le résultat du contrôle et adresser, le cas échéant, la mise en demeure en cas de redressement ou l'avis de crédit en cas de trop payé de la part de l'entreprise. À la réception de la mise en demeure ou de l'avis de crédit, l'employeur bénéficie d'un délai de 2 mois pour faire un recours devant une commission de recours amiable, qui est une commission interne à l'URSSAF. Et si l'entreprise veut ensuite contester la décision de la commission de recours amiable, eh bien, elle dispose encore ensuite d'un délai de 2 mois pour saisir le tribunal de grande instance. Et la procédure contentieuse s'ouvre alors. La durée du contrôle est également encadrée, puisque dans les petites entreprises, celles qui ont moins de 11 salariés, les entreprises individuelles, et 20 salariés à titre expérimental, l'inspecteur ne peut pas étendre son contrôle sur une durée supérieure à 3 mois, mais une prorogation est quand même possible de 3 mois supplémentaires. Dans le cadre d'une expérimentation issue de la loi ESSOC, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, en fait, il y a également, pour certaines régions, une limitation des durées cumulées entre les différentes administrations. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, plusieurs administrations, sur une période de 3 ans, ne peuvent pas contrôler plus de 270 jours dans la même entreprise, ce qui équivaut à 9 mois. Donc, toutes ces actions de contrôle, en fait, ne sont pas décidées par l'inspecteur, mais elles sont issues de ciblage de plans de contrôle nationaux et régionaux, et ces plans nationaux et régionaux répondent aux objectifs poursuivis dans le cadre des conventions d'objectifs et de gestion. En quelques chiffres, ce que représente le contrôle comptable d'assiette régionale en Rhône-Alpes. Donc, nous avons 26 contrôleurs sur pièce, 127 inspecteurs CCA, 8 managers de secteur et des inspecteurs managers adjoints, un expert métier, un expert outil, une responsable régionale et un directeur du contrôle qui est commun avec la lutte contre le travail illégal. Donc, volontairement, nous n'avons pas mis les chiffres clés 2020 en raison de la crise sanitaire, puisque les actions de contrôle ont été neutralisées pendant environ 6 mois. Donc, en 2019, le contrôle de 3274 TPE a été effectué, 2607 PME, 142 GE et 21 TGE. Toutes ces entreprises ont été contrôlées et représentent environ 3,3 milliards de cotisations. Les redressements afférents en montant sont d'environ 80 millions, dont plus 11 millions de restitutions aux entreprises. Parmi ces 80 millions, 4 millions correspondent à de la recherche de la fraude dans le contrôle comptable d'assiette. Ce qui représente en taux, en fait, les redressements divisés par les cotisations, à peu près 2,46 de taux de redressement en globalité sur toute la masse des entreprises et 2,95% sur les TPE-PME qui représentent la majorité des contrôles et du fichier des URSSAF. Voilà, je vais donc laisser désormais ma collègue vous présenter les spécificités du métier d'inspecteur LCTI. Que recouvre la LCTI? Il paraît important avant toute chose de définir notre matière, à savoir la lutte contre le travail illégal.
Selon les dispositions de l'article L8211-1 du Code du travail, le travail illégal regroupe les infractions suivantes. Le travail dissimulé, le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étrangers non autorisés à travailler, le cumul irrégulier d'emploi, la fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L5124-1 et L5429-1 du Code du travail. Les inspecteurs de l'URSSAF ne peuvent relever que les infractions de travail dissimulé. Et le travail dissimulé recouvre deux situations. La dissimulation d'activité. Alors, par exemple, on peut citer avec la situation la plus commune où un auto-entrepreneur ne déclare pas son chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF, ou alors une entité qui réalise une activité commerciale sans être immatriculée nulle part. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dissimulation d'activité. Ensuite, nous avons la dissimulation d'emploi salarié, où là, par exemple, on peut citer les salariés qui n'ont pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche, ou alors les salariés qui n'ont pas reçu de bulletin de paye et qui, du coup, ne se sont pas vus déclarer leur rémunération auprès de l'URSSAF. Donc nous, en tant qu'inspecteurs LCTI, nous sommes compétents sur ces deux champs-là, qui est la dissimulation d'activité et la dissimulation d'emploi salarié. La LCTI sur le terrain, pour mener à bien notre mission de lutte contre la fraude, nous avons deux types d'actions. Alors la première, ce sont les actions ciblées. Donc elles sont décelées à partir notamment d'anomalies déclaratives résultant de l'exploitation de nos fichiers. Donc à titre d'exemple, c'est une entreprise qui a un compte employeur, mais qui ne fait pas de déclaration sociale, ce qui peut paraître comme ça un petit peu suspect. Alors, nos actions ciblées peuvent résulter de signalements émanant de salariés qui nous interrogent sur le fait d'être déclarés ou non. Et les signalements peuvent aussi également venir de vieilles rancœurs familiales ou maritales ou de voisins, etc., etc. Ainsi, lorsqu'il est permis d'identifier clairement une entreprise ou un lieu de chantier ou d'exercice de l'activité, le contrôle peut se réaliser. Donc ça, ce sont nos actions dites ciblées. Ensuite, nous avons les opérations de type aléatoire, réalisées par opposition aux actions ciblées, sans qu'un risque individuel ait été identifié. Ces opérations assurent la visibilité de l'action de l'URSSAF, de la présence sur le terrain des corps de contrôle et concourent activement à la prévention. Elles sont aussi l'occasion d'informer les entreprises de l'importance des obligations déclaratives. Les inspecteurs CCA participent activement à ce type de contrôle, en complément des inspecteurs LCTI. Malgré le caractère aléatoire de ces contrôles, les inspecteurs LCTI visent des secteurs dits à risque, comme par exemple le secteur du bâtiment, le secteur des hôtels, cafés, restaurants, la sécurité et le nettoyage. Outre les contrôles d'initiative, l'inspecteur du recouvrement est également en charge de l'exploitation des procédures établies par ses partenaires, comme par exemple la gendarmerie, la police, les impôts ou la directe. Et du coup, de ce fait, nous, inspecteurs LCTI, on assure la mise en recouvrement des cotisations éludées résultant de l'infraction de travail dissimulé qui a été constatée, car nos partenaires ont la compétence de relever les infractions de travail dissimulé. Alors concrètement, comment se déroulent nos contrôles? Donc, contrairement aux inspecteurs CCA, l'inspecteur LCTI intervient sur le terrain de manière inopinée, toujours à 2 inspecteurs à minima. Nous pouvons également intervenir en partenariat avec d'autres acteurs impliqués dans la lutte contre la fraude. Donc on peut très bien faire un contrôle avec la police, la gendarmerie, l'inspection du travail, les services fiscaux, les douanes, par exemple. Lors des opérations ciblées, avant le contrôle, l'inspecteur va procéder à un environnement en consultant par exemple la base DPAE, donc la base déclaration préalable à l'embauche, pour voir si un certain nombre de DPAE ont été faites et puis pour voir aussi si l'entreprise a bien fait des DSN, donc des déclarations sociales nominatives. Alors la durée du contrôle est variable selon les constats réalisés et l'importance des anomalies décelées. Donc sur place, il s'agit souvent de quelques heures, voire même parfois de quelques minutes. En revanche, le travail d'investigation qui comprend entre autres la collecte et l'analyse d'informations auprès de nos partenaires, des banques, ça par contre c'est une étape qui est assez longue
tout comme la rédaction et le volet dit administratif. Là, nous sommes tenus par le respect de dispositions légales du Code de la sécurité sociale, du travail et de la procédure pénale qui cadrent notre contrôle. À titre d'exemple, pour un dossier simple, donc le délai moyen de traitement est de 4 à 5 mois environ, et pour de la PSI, donc de la prestation de services internationale, le délai peut être un peu plus long, on peut être sur 1 an et demi, voire 2 ans, car nous avons besoin de recueillir beaucoup d'informations, notamment en provenance de pays étrangers. L'inspecteur étant assermenté, les constats sont donc très importants et doivent permettre en fait de décrire une situation très précise. Donc par exemple, ce que la personne était en train de faire, sa tenue, le matériel qu'elle était en train d'utiliser, son emplacement et les propos qu'on aura recueillis le jour du contrôle. Nos constats peuvent avoir lieu à toute heure et en tout lieu, donc à l'exception bien sûr du domicile privé. Ainsi, nous pouvons réaliser des contrôles les soirs, la nuit, en discothèque ou pour contrôler des entreprises de sécurité et aussi durant les week-ends avec les entreprises de nettoyage sur les foires, les salons ou les marchés. Alors, les échanges lors de ce type de contrôle peuvent être parfois tendus. Il appartient à l'inspecteur de gérer cette tension et de savoir faire un petit peu retomber la pression. Alors, même si honnêtement, les incidents sont quand même très rares, les gens sont assez respectueux de la mission de contrôle et aussi de l'inspecteur. Donc, l'entreprise est tenue de recevoir les agents chargés du contrôle sous peine d'obstacle à contrôle qui est signalé au procureur de la République. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'occasion de mettre en œuvre cette sanction et il n'y a jamais eu vraiment de réel différent lors d'une intervention. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que le travail dissimulé est une infraction pénalement sanctionnable. Donc, par exemple, pour une entreprise individuelle, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. C'est pourquoi, à l'issue de nos contrôles, si l'infraction de travail dissimulé est avérée, l'inspecteur LCTI dresse un procès-verbal qui est transmis au procureur de la République et au secrétariat du CODAF. Alors, le CODAF, c'est ce qu'on appelle le comité opérationnel départemental antifraude, qui regroupe l'ensemble des administrations luttant contre le travail illégal. Comme pour le CCA, l'inspecteur LCTI procède également au chiffrage des cotisations éludées par le biais d'une lettre d'observation envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception. Le redressement de cotisation est majoré de 25, 40 ou de 60% suivant les situations constatées, car nous sommes sur un volet pénal. Et en deuxième effet qui se coule, l'employeur peut également se voir annuler les exonérations de charges sociales dont il aurait pu bénéficier sur la période frauduleuse. Le formalisme et le respect de la procédure est très strict sous peine de nullité de l'ensemble de notre procédure. Donc, nous devons respecter un délai contradictoire pendant 30 jours où le cotisant a la possibilité de contester les observations de l'inspecteur et porter à notre connaissance de nouveaux éléments probants. Après cette étape, on peut considérer que notre dossier est clos. Alors, en quelques chiffres, l'équipe lutte contre le travail dissimulé Rhône-Alpes est constituée de 27 inspecteurs spécialisés en LCTI, dont 2 experts régionaux, un sur tout ce qui est outils et un sur le juridique. Nous avons là cette année 5 élèves inspecteurs qui sont en train d'être formés. L'équipe est également constituée de 6 assistantes LCTI et une chargée de mission spécialisée, 4 adjointes au responsable régional contrôle LCTI, un expert SI contrôle partagé avec le CCA et un responsable régional contrôle LCTI. Sur l'année 2020, en région Rhône-Alpes, nous avons redressé au titre de la lutte contre le travail dissimulé un peu plus de 20 millions d'euros, ce qui représente environ 2360 actions toutes confondues, c'est-à-dire des actions qui visent les comptes employeurs, les travailleurs indépendants et ou les micro-entrepreneurs, et aussi toutes les actions de prévention. On va du coup passer à la partie sur les questions que vous auriez pu mettre dans le chat. Alors
Du coup, je vais commencer à répondre aux questions. Il y en a quelques-unes. Certes, il y a peut-être déjà des réponses qui ont été données dans les slides, mais on va revenir dessus sans problème. Donc, la première question qu'on avait, c'est bonjour, les inspecteurs vont-ils sur site en binôme? Alors, ça dépend de quelle spécialité on parle. Si on parle du contrôle comptable d'assiette, la plupart du temps, le contrôle comptable d'assiette s'effectue seul, puisque la majorité du fichier, ce sont des TPE et des PME qui sont contrôlés. Donc, du coup, l'inspecteur CCA, on va l'appeler comme ça, se débrouille tout seul. Pour les plus grosses structures, dès qu'on passe sur des grosses GE, donc GE, c'est grandes entreprises, ou TGE, très grandes entreprises, donc c'est au-delà de 2000 salariés. Là, effectivement, des binômes peuvent être constitués, voire des équipes entières de contrôle quand il s'agit de très, très grosses structures de plus de 15-20 000 salariés. Mais en principe, le contrôle comptable d'assiette, c'est plutôt seul. Et comme Lauriane vous l'a expliqué sur la lutte contre le travail illégal, par contre, là, c'est le contraire. Les inspecteurs en matière de lutte contre le travail illégal se déplacent souvent, pratiquement majoritairement, la plupart du temps, en binôme. Deuxième question, concernant les plans d'action, sont-ils nationaux et ou locaux? Donc là, je suppose que c'était les plans de contrôle. En fait, je crois qu'on l'a dit à un moment donné, les plans, enfin les inspecteurs ne choisissent pas les entreprises qu'ils vont contrôler en contrôle comptable d'assiette. Toute la planification contrôle en fait fait l'objet d'une stratégie qui est globale. La plupart maintenant des plans de contrôle d'ailleurs proviennent du national avec des plans dits data mining ou des plans aléatoires. Et puis, il y a une part qui est laissée à la région en fonction de ses particularités locales. Du coup, les plans sont créés pour la région, sur la région entière, sur les mêmes critères. Donc, tous les inspecteurs de la région vont contrôler sur le même critère, le même type de plan. Donc, en fait, là, c'est sur le contrôle comptable d'assiette. Ensuite, la LCTI, donc Lauriane pourra rajouter si elle veut, mais là, il fonctionne souvent quand même au signalement. Pareil, là, c'est les signalements des OPJ. Maintenant, il y a des plans aussi de contrôle LCTI qui arrivent du national, donc le fameux plan data mining LCTI cette année, si j'ai tout suivi. Oui, tu as tout bien suivi comme il faut. Donc là, la troisième question, elle rejoint un peu celle d'avant. Comment sont choisies les entreprises à contrôler? Bien, c'est en fonction des... déjà, il y a une bonne part de plans nationaux, hein, comme on l'a dit, donc avec des critères qui sont choisis au national, des plans expérimentaux qui sont essayés sur une petite partie d'URSSAF et ensuite déployés sur le reste des URSSAF. Et ensuite, au niveau local, eh bien, on choisit en fonction des nouvelles législations, si on veut faire un plan spécifique sur telle ou telle mesure d'exonération, sur un secteur particulier qui serait à risque. Donc voilà, il y a des ciblages qui sont effectués en concertation, en région ou d'après des critères qui sont donnés par le national. Ensuite, la question, est-ce qu'il y a des missions communes entre inspecteurs et contrôleurs ou ça n'a rien à voir? Alors, en fait, les inspecteurs et les contrôleurs, c'est le même métier. Hein. Le contrôleur, c'est juste qu'il n'exerce pas en dehors de l'URSSAF. Il ne contrôle qu'une année et que sur des petites structures. Mais sinon, la philosophie du contrôle, c'est la même sur les contrôleurs classiques, hein, puisque bientôt un nouveau métier va naître, le contrôleur LCTI. Donc, je laisserai peut-être Lauriane en parler après. Là, le contrôleur classique, il contrôle une année les déclarations sociales, les documents juridiques et voilà, à l'instar des inspecteurs, il vérifie que tout ce qui doit être déclaré l'est bien correctement, mais sur des plus petites structures de moins de 9 salariés. Ensuite, est-ce qu'on attend d'un contrôleur inspecteur de faire du chiffre? Alors, comment dire, faire du chiffre? L'inspecteur et le contrôleur, il fait partie d'un service et qui doit rendre des résultats. En fait, on a un nombre de contrôles à faire par an
un nombre de TPE, un nombre de PME, un nombre de GE, un nombre de TGE. Ça fait partie de la stratégie contrôle régional. En fait, chaque site doit faire, en fonction des ressources qu'il a, bien un nombre de contrôles à faire. Nous avons des objectifs au niveau de la convention d'objectifs et de gestion qui sont assignés à toutes les URSSAF. Les objectifs sont soit nationaux, soit régionaux. Donc, en matière de chiffres, je ne sais pas, on peut, comme on a cité tout à l'heure, le taux de redressement. Le taux de redressement est un indicateur qui est scruté par le national. Le taux de redressement est surtout scruté sur les segments TPE et PME. Et puis, au niveau national, il y a également un indicateur qui est le montant de redressement. En fait, la Caisse nationale bien concatène tous les redressements faits sur toutes les URSSAF et puis regarde si ça correspond bien, à l'objectif qu'on s'était donné en début de COG. Les COG, les conventions d'objectifs et de gestion sont sur 5 ans et les objectifs sont cumulés tout au long de la période. Après, je vais laisser peut-être Lauriane répondre à la question suivante. On y a déjà répondu dans le slide. Alors, ouais, combien d'inspecteurs LCTI sur la région? Eh ben, on est à peu près 27 inspecteurs LCTI sur la région. Et pour rebondir à la question d'avant sur est-ce qu'un contrôleur inspecteur, en gros, est là pour faire du chiffre, comme l'a dit Stéphanie, on a des objectifs qui nous sont fixés notamment par le national et par la convention d'objectifs. Et pour la LCTI, par exemple, on doit faire entre 60 et 70 millions d'euros par an pour la région Rhône-Alpes. Donc oui, on a un objectif à atteindre. Oui, on a des objectifs sur le montant de redressement, le but étant de tendre vers la réalisation de cet objectif. Voilà. Et pour parler des contrôleurs, donc c'est vrai que là, c'est une nouveauté qu'on a à l'automne de cette année, c'est qu'on va avoir des contrôleurs qui vont être spécialisés en LCTI, donc qui vont avoir des missions bien spécifiques. Donc notamment dans leur mission, il va y avoir l'exploitation des PV partenaires. Donc c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ce sont des procès-verbaux qui caractérisent du travail dissimulé et qui sont réalisés par nos partenaires, donc police, gendarmerie, qui nous sont transmis et qui nous permettent du coup de faire les redressements et d'en tirer toutes les conséquences. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir être faites par les contrôleurs. Et dans leur deuxième mission principale, ça va être de contrôler les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, parce que j'ai vu qu'il y avait une question en ce sens par la suite. Donc oui, on contrôle les auto-entrepreneurs, c'est une entreprise comme les autres. Alors c'est vrai que parfois les montants de dissimulation peuvent être très importants ou voire à quelques dizaines de milliers d'euros. Donc c'est sur des dossiers un petit peu, on va dire, modiques pour moi que les contrôleurs vont pouvoir travailler sur les travailleurs indépendants et les micro-entrepreneurs. Voilà. Du coup, Stéphanie, si tu veux... après, il y a une autre question. Bonjour, est-ce qu'un inspecteur CCA peut devenir inspecteur LCTI et vice-versa? Oui, il y a des passerelles qui sont faites entre les deux disciplines, tout comme la formation. C'est vrai que les formations sont bien distinctes entre le CCA et la LCTI. À un moment donné, la formation se sépare, mais les passerelles sont tout à fait possibles. Voilà, il y a des formations qui sont mises en route pour pouvoir faire un palier entre les deux. Voilà. Du coup, Stéphanie, si tu veux reprendre la main. Alors, il y a une question sur les auto-entrepreneurs. Ouais, c'est encore pour moi. Désolée. Oui. Donc, les auto-entrepreneurs sont contrôlés comme une entreprise classique. Et généralement, les redressements qu'on retrouve le plus souvent, c'est de la dissimulation de chiffre d'affaires. Parce qu'un auto-entrepreneur doit déclarer le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Et nous, c'est notre première source de redressement. Et comme je vous disais, on peut aller sur 5 000 euros, 10 000 euros de fraude, vraiment de chiffre d'affaires dissimulé, comme on peut être sur 500 000, 800 000, voire même 1 million d'euros de dissimulé, juste avec un statut d'auto-entrepreneur. Donc oui, ils sont contrôlés comme les autres. Et parfois, on a aussi des auto-entrepreneurs qui font l'objet de redressement parce qu'ils ont embauché du personnel et qu'ils ne l'ont pas déclaré. Donc, dissimulation de salariés également. Donc, ils ont la même législation pour la fraude.
Et ensuite, j'ai une autre question. Donc, sur les interventions la nuit et les week-ends, c'est quelque chose d'exceptionnel ou ça arrive régulièrement? Alors, ce n'est pas tous les week-ends, je rassure. Et pour ceux qui feront de la LCTI, vous ne serez pas sur le pont tous les samedis ni tous les dimanches. Mais voilà, ça peut arriver qu'il y ait 4, 5 ou 6 opérations dans l'année où, bah oui, il sera demandé aux inspecteurs LCTI de répondre présent pour un contrôle un vendredi soir, un samedi soir, ou pour aller un dimanche matin faire un marché ou toute autre chose. Oui, c'est quelque chose qui peut arriver 5 ou 6 fois dans l'année, tout à fait. Mais il y a des compensations, les heures sont payées ou récupérées, enfin c'est pas... Voilà. J'essaye de vous vendre un peu le truc, mais voilà, il y a des compensations. Ensuite, y a-t-il des réunions communes entre les deux catégories d'inspecteurs? Le télétravail est-il ouvert? Et quels sont les objectifs des LCTI? Alors, c'est vrai que des réunions communes, on peut en avoir de temps en temps sur des champs, on va dire, communs, parce que c'est vrai que les inspecteurs CCA peuvent faire du travail dissimulé, enfin, du moins peuvent relever cette infraction. Donc, il faut qu'ils soient quand même aussi au courant de les évolutions législatives qu'il peut y avoir. Donc oui, il peut y avoir des réunions communes entre les deux catégories. Pour la partie LCTI, le télétravail est ouvert. Alors c'est vrai que la LCTI, c'est un travail qui demande beaucoup de communication entre inspecteurs, beaucoup d'échanges sur « ah bah moi j'ai telle situation, qu'est-ce que tu ferais ?» etc. etc. Donc c'est vrai que de se retrouver au bureau, ça permet de beaucoup échanger sur les dossiers. Et comme on l'a dit au début, en LCTI, nous sommes obligatoirement 2 inspecteurs lors des contrôles, lors des auditions des dirigeants lorsque nous les convoquons chez nous à l'URSSAF. Donc c'est vrai que ça implique forcément un travail en binôme et bah, du coup de se voir aussi de temps en temps au bureau pour échanger. Parce que les audios, Skype et autres, c'est bien, ça permet de dépatouiller des situations, mais on aime quand même bien avoir un peu de contact humain. Et pour la dernière question, donc quels sont les objectifs? Bah, les objectifs, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a surtout des objectifs en termes de montant de redressement qui sont d'environ 60 à 70 millions d'euros par an pour la région Rhône-Alpes. Voilà. Du coup, Stéphanie, si tu veux reprendre la main? Après, les 3 questions d'après, c'est peut-être plus sur le volet formation. Donc, peut-être après, à reprendre après les présentations sur les durées de formation, etc. Oui, Stéphanie, je te confirme, ces points sont abordés sur la partie formation. Donc, la partie formation répondra aux questions qui sont posées là. Alors, il y a de nouvelles questions qui sont arrivées. Je vais quand même répondre à la question qui a été posée. Alors, on abordera un petit peu le cas des candidatures internes à l'institution dans la partie suivante. Mais il y avait une question qui a été posée à laquelle on ne répond pas forcément précisément dans la présentation qui va intervenir après. Donc, je vais me permettre d'y répondre. La question, je la rappelle, c'était lors du postulat en interne organisme de sécurité sociale, les primes et salaires maintenus durant la formation en cas d'accord DG. J'imagine que la question, c'était de savoir si, quand on est candidat interne, donc c'est-à-dire qu'on est déjà en CDI au sein de la sécurité sociale, si on candidate sur un poste d'inspecteur et qu'on est retenu, si le salaire et les primes sont maintenus. Alors, le salaire est maintenu. Par contre, les primes, en général, ce sont des primes de fonction, donc qui sont liées à la fonction que tient la personne. Donc, s'il y a un accord spécifique de la direction de l'organisme de rattachement, la prime peut être maintenue. Par contre, en général, comme c'est une prime de fonction, elle est attachée à l'exercice d'une fonction et n'est pas maintenue. Ce qu'il faut aussi avoir en tête quand on est un candidat interne à la sécurité sociale, c'est que pendant toute la durée de la formation, on va rester rattaché à son organisme d'origine. Donc, on ne sera muté au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes, si le candidate en Rhône-Alpes, qu'à l'issue de la certification réussie sur les postes d'inspecteur.
Et donc, pendant toute la durée de la formation, la personne reste rattachée à son organisme et donc sa rémunération, le remboursement de ses frais professionnels, etc., ça reste pris en charge par son organisme de rattachement. Et c'est pour ça, on le verra un peu plus tard dans la présentation, que les candidats internes à l'institution doivent fournir une autorisation de leur direction de rattachement pour pouvoir candidater. Alors du coup, effectivement, après les questions suivantes étaient sur la formation. Il y a d'autres questions qui sont arrivées sur... je la lis et puis je pense que du coup, Stéphanie pourra y répondre. Pour les inspecteurs CCA, peut-on faire des contrôles sur site URA? Oui, alors je suppose que la question s'adresse oui, à moi, mais contrôle sur site URA, je suppose que ça veut dire au bureau. Alors, la plupart du temps, quand même, les inspecteurs essayent de se rendre en entreprise. Là, il y avait quand même toute la période particulière de la crise sanitaire. Les inspecteurs, au-delà d'avoir eu leur activité neutralisée pendant 6 mois, ensuite, ont proposé aux entreprises de faire les contrôles à distance. C'est pas l'idéal. On met un temps beaucoup plus long pour obtenir les documents. Les échanges ne sont pas du tout fluides avec ce principe de contrôle à distance. Et désormais, le principe est revenu à la normale, c'est-à-dire que l'inspecteur se déplace chez le cotisant ou chez un tiers déclarant, comme je disais dans la première présentation, c'est-à-dire un expert comptable la plupart du temps. Quand c'est impossible de faire soit dans l'entreprise ou chez un tiers déclarant, bien sûr que l'entreprise, elle peut envoyer les documents et l'inspecteur alors fait son contrôle comme ça l'arrange en fait, à son domicile ou sur le site de l'URSSAF. Mais bon, c'est pas l'idéal quand même pour l'avoir testé quelques mois en vrai, tout ce contrôle à distance. Après, bonjour, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais vis-à-vis du périmètre de la région, le nombre d'inspecteurs me semble faible. C'est dû au fait que le nombre de places est limité à ce poste. Non, alors le but, c'est pas qu'on contrôle toutes les entreprises, au niveau du contrôle comptable d'assiette, on ne peut pas contrôler de toute façon toutes les entreprises tous les 3 ans, mais dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion, on doit contrôler un certain pourcentage des cotisations liquidées et un certain pourcentage du fichier, donc à hauteur de 8%. Donc, en fait, les ressources, elles sont calées sur les objectifs qu'on nous donne. C'est-à-dire qu'on nous donne un pourcentage d'actions de contrôle à faire et du coup, les recrutements sont adaptés en fonction des objectifs qu'on nous donne et les ressources à recruter de ce fait. Et ensuite, bonjour, je suis actuellement associée d'une petite SARL. Ce statut est-il compatible avec le métier d'inspecteur? Alors, non. On a des chartes précises et puis des déclarations de conflit d'intérêts. Donc, en fait, inspecteur, c'est compatible avec un statut associatif et encore en tant que participant. Et il faut le déclarer. Voilà. Ensuite, les questions, ça concerne la formation. Ensuite, ça concerne plutôt les formations. Quels profils sont susceptibles d'être sélectionnés pour les candidatures? Droit, gestion, RH, communication. Je peux rajouter aussi comptabilité, autres, mais toutes les candidatures sont examinées. Après, c'est des points qu'on abordera dans la suite de la présentation. Il y a une question qui a été reprécisée. Alors, il faut juste que je la retrouve. Je pense que c'était la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure, puisqu'il y a une précision qui est apportée. Prime telle que intéressement, prime de fin d'année non liée à la fonction. Donc, c'était pour la personne interne à l'institution qui candidate au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes. Donc effectivement, la prime d'intéressement, elle est maintenue pour le collaborateur qui candidate, qui vient d'un autre organisme et qui candidate au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes. La prime d'intéressement est bien évidemment maintenue, et tout ce qui n'est pas lié à l'exercice d'une fonction sera maintenu, bien évidemment. C'est partie de la rémunération habituelle du collaborateur. Et alors, il y avait une question juste au-dessus. J'ai postulé sur le site La Sécu Recrute et je m'étonne de ne pas avoir pu joindre les pièces demandées. Alors, notamment permis de conduire, diplôme, etc. Alors, effectivement, on s'est aperçu d'un problème technique sur la plateforme
sur laquelle vous pouvez déposer vos candidatures. Il n'y a pas suffisamment de cases disponibles et on a fait remonter la problématique au niveau national parce qu'on n'a pas la main pour ouvrir plus de cases, en gros, pour que vous puissiez déposer vos documents. Ce que je vous invite à faire, si vous le pouvez, c'est soit faire un document global, un PDF global avec plusieurs documents, votre CV, lettre de motivation sur un seul et même document, mettre, si vous êtes externe à l'institution, vous pouvez utiliser la case qui est prévue pour les autorisations en direction pour mettre votre permis de conduire ou vos diplômes. Donc n'hésitez pas à utiliser les cases, même si le libellé n'est pas bon. De toute manière, nous, on va pouvoir récupérer tous les justificatifs que vous joindrez et on aura tous les éléments en tout état de cause. Et si jamais vous avez une difficulté, vous pouvez tout à fait nous l'indiquer et nous solliciter pour nous transmettre ultérieurement des pièces que vous n'auriez pas pu joindre. Je vous mettrai dans le chat l'adresse mail sur laquelle vous pourrez nous transmettre des justificatifs complémentaires si vous n'avez pas réussi à les déposer le jour où vous avez candidaté. Et alors, je regarde, je pense qu'on a balayé toutes les questions. Du coup, on va passer à la suite de la présentation. Nous allons à présent aborder la partie de ce webinaire dédiée aux différentes modalités et étapes du processus de sélection sur les postes d'inspecteurs URSSAF. La campagne de recrutement 2021 vise à pourvoir les 89 postes de la 56e promotion des inspecteurs URSSAF. En région Rhône-Alpes, nous recherchons 14 futurs collaborateurs répartis comme suit. 11 inspecteurs du recouvrement profil CCA, contrôle comptable d'assiette, sur nos sites de Bourg-en-Bresse, Privas, Grenoble, Saint-Étienne, Vénissieux ou Annecy. Et 3 inspecteurs profil LCTI, lutte contre le travail illégal, sur nos sites de Vénissieux ou Annecy. Pour pouvoir candidater, vous devez être dans une des situations que je vais vous présenter. Soit posséder le niveau bac et au moins 5 ans d'expérience dans les domaines de la comptabilité, de l'administration et gestion des entreprises, des ressources humaines ou du droit. Soit posséder un diplôme bac+2 dans un des domaines précédemment cités et au moins 2 ans d'expérience sur ces mêmes domaines. Soit vous ne disposez d'aucune expérience professionnelle. Il convient alors que vous ayez validé un bac+5, toutes filières confondues, ou que vous ayez obtenu un diplôme bac+3 ou 4 dans les domaines déjà précisés, à savoir la comptabilité, l'administration et gestion des entreprises, les ressources humaines ou le droit. Enfin, si vous êtes un candidat déjà collaborateur en CDI au sein de l'institution, aucune condition de diplôme ou d'expérience professionnelle n'est requise. En complément des conditions d'expérience et de diplôme, d'autres conditions dites administratives sont nécessaires pour faire acte de candidature. Il convient en effet d'avoir un casier judiciaire vierge et d'être titulaire du permis de conduire en cours de validité en France. Si vous êtes déjà interne à l'institution Sécurité sociale, il convient également d'obtenir l'accord de la direction de votre organisme de rattachement. Par la signature de cette autorisation, la direction de votre organisme s'engage, en cas de sélection, à vous autoriser à participer à la formation et confirme son accord pour la financer. Si vous remplissez toutes les conditions précédemment détaillées, vous allez pouvoir déposer votre dossier de candidature. Pour cela, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.lasecurecrute.fr, de créer votre espace candidat en remplissant tous les champs du formulaire et en précisant une adresse mail de préférence personnelle plutôt que professionnelle pour que vous puissiez être contacté même en cas d'absence. Une fois votre espace candidat créé, recherchez et sélectionnez l'annonce de l'URSSAF Rhône-Alpes sur laquelle vous souhaitez vous positionner, puis cliquez sur « Postuler ». J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 annonces distinctes publiées par l'URSSAF Rhône-Alpes pour les postes d'inspecteurs.
une pour les inspecteurs au profil CCA et une pour les inspecteurs au profil LCPI. Vous compléterez ensuite un questionnaire et serez invité à joindre les documents attendus, à savoir votre CV, votre lettre de motivation, l'extrait de casier judiciaire, la copie de votre permis de conduire, la copie de votre diplôme. Enfin, si vous êtes interne à l'institution, vous devrez aussi joindre votre autorisation de direction. Une fois tous les éléments saisis, vous pourrez envoyer votre candidature. Si vous souhaitez être candidat dans plusieurs régions, il est important de ne remplir qu'un seul dossier de candidature en cliquant sur l'offre d'emploi diffusée par la région qui correspond à votre premier choix. Une fois la période de dépôt de candidature clôturée au 30 septembre 2021, l'ensemble des candidatures recevables sur critères administratifs est étudié. Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités à passer les tests d'aptitude cognitive à une date et un créneau horaire qui vous seront précisés début octobre. Les tests se tiendront en distanciel depuis n'importe quel poste informatique avec un accès Internet la semaine du 18 octobre. La durée de passation est d'environ 1 heure et les tests visent à évaluer le raisonnement logique, le raisonnement numérique et les capacités d'analyse critique. Si les résultats obtenus au test sont suffisants, vous serez convoqué pour une session d'évaluation individuelle qui aura lieu sur une demi-journée dans le courant du mois de novembre. Si les résultats de votre session d'évaluation individuelle sont positifs, vous serez reçu pour un entretien de motivation sur la première quinzaine de décembre. Les décisions finales seront connues autour du 20 décembre 2021. Je vous invite à poser les questions que vous pourriez avoir sur le processus de sélection sur les postes d'inspecteur du recouvrement. Nous allons à présent Alors, du coup, on va regarder si on a des questions par rapport au processus de sélection. Alors, je n'arrive plus à afficher les questions, donc je ne sais pas si... Hop. Toc, toc, toc. Alors, oui, ça y est, je viens de retrouver les questions. On fait avec la technique qui ne fonctionne pas toujours, mais ça y est, je viens de retrouver les questions. Pas d'objection au postulat d'un manager d'organisme de sécurité sociale. Alors non, il n'y a pas d'objection en tant que telle. Si vous remplissez les critères qui ont été décrits précédemment, c'est-à-dire que vous avez une expérience sur les domaines du droit, de la comptabilité, de la gestion, administration des entreprises, des ressources humaines, votre candidature est tout à fait recevable, donc non, il n'y a pas de contre-indication, on va dire, en tout cas, au fait d'être déjà manager dans un organisme de sécurité sociale pour candidater sur les postes d'inspecteur. Alors, il y a une autre question. Je suis salarié au sein de l'URSSAF. Est-ce que je dois fournir l'autorisation de directeur ou est-ce que je dois juste aviser mon responsable direct? Donc, j'imagine que c'est l'URSSAF Rhône-Alpes. Quand la personne qui a posé la question ciblait l'URSSAF Rhône-Alpes. Donc, pour nos candidats internes à l'organisme, on vous demande de ne pas fournir l'autorisation de direction, puisqu'en fait, on le fera de manière groupée. Nous, au niveau de la fonction RH régionale, on fera remonter toutes les autorisations de direction et on les fera signer par la direction régionale plutôt que chacun transmette de manière indépendante à la direction de l'organisme. Et oui, vous pouvez, on vous recommande d'aviser votre ligne hiérarchique sur le fait que vous candidatez sur un poste. Alors, ensuite, y a-t-il un critère d'âge maximum? Alors, il n'y a pas forcément de critère d'âge maximum pour candidater sur les postes d'inspecteur, ou sur tout poste d'ailleurs. Ce qu'il faut avoir en tête, qu'on abordera après, c'est qu'il y a une formation
Donc, on recrute des personnes qui débuteront une formation à compter du mois d'avril 2022. C'est une formation qui peut s'étaler jusqu'à 18 mois. Donc, voilà, c'est un critère à avoir en tête. C'est aussi avoir en tête qu'il faut retourner sur les bancs de l'école. Donc, c'est pas forcément lié à un âge, mais plutôt à un souhait et une volonté aussi de retourner apprendre un nouveau métier. Mais il n'y a pas de critères d'âge, en tout cas, en termes de critères de recrutement. Pour les candidats de l'URA, donc ça, j'imagine que c'était la question sur l'autorisation de direction, donc à laquelle on a répondu. Ensuite, où se déroule la formation, donc on y viendra sur la partie formation. Le dernier temps est réservé aux modalités de formation, donc on répondra aux questions qui pourront avoir trait à la formation. La deuxième phase se passe en présentiel. Alors la deuxième phase, j'imagine que c'est pour la partie session d'évaluation individuelle ou assessment. On n'a pas encore forcément statué sur le fait que ce soit en présentiel ou en distanciel. L'année dernière, par exemple, on a réalisé tous les assessments en distanciel, ça a plutôt bien fonctionné, donc on pense faire de la même manière cette année. Mais en tout cas, c'est pas encore statué pour l'organisation présentielle ou distancielle pour les assessments. Ensuite, peut-on postuler sur les 2 postes d'inspecteur? Oui, vous pouvez tout à fait candidater sur les 2 postes d'inspecteur. Donc, comme indiqué dans la présentation, on a bien 2 offres distinctes, une offre pour les inspecteurs LCTI et une offre pour les inspecteurs CCA. Ce qu'on demande, c'est de bien préciser dans votre lettre de motivation ce qui vous motive pour l'un ou l'autre des postes. Ce qu'on demande aussi, c'est de préciser le site sur lequel vous souhaitez être attaché si vous êtes retenu, puisqu'on ouvre nos postes sur différents sites et qu'il faut bien le préciser dans votre lettre de motivation. Mais en tout cas, vous pouvez bien candidater sur les 2 appels à candidature de l'URSSAF Rhône-Alpes. Je reprécise quelque chose qui était précisé dans la présentation, c'est les candidatures multiples auprès de différentes régions sont à éviter. Donc, il faut vraiment candidater sur l'appel à candidature, que ce soit LCTI, CCA ou les 2, de la région que vous mettez en choix 1. Et puis, dans le formulaire de candidature, vous pourrez indiquer les régions que vous avez en choix 2, choix 3. Et ensuite, nous, si par exemple vous avez mis choix 1 Rhône-Alpes, mais que votre candidature n'est pas retenue par l'URSSAF Rhône-Alpes, on pourra la transmettre aux régions que vous avez indiquées en choix 2 et choix 3. Est-ce que la session d'évaluation individuelle se déroule oralement ou par écrit? Alors, une session d'évaluation individuelle, ce qu'on appelle aussi les assessment centers, c'est une série d'exercices et de mise en situation professionnelle. Donc, en gros, vous avez des exercices qui peuvent donner lieu à de la production écrite et vous avez des exercices qui vous mettent en situation professionnelle, c'est-à-dire des jeux de rôle. Donc, vous donnez la réplique à un interlocuteur sur des mises en situation professionnelle. Donc, il y a à la fois de l'écrit et de l'oral. Par contre, ce sont vraiment des sessions d'évaluation individuelles, et ça, je le précise, ce n'est pas du tout des mises en situation collectives. Alors, la question d'après, pas d'expérience sur ces domaines en interne. Alors, j'ai pas compris la question. Si vous pouvez repréciser la question qui est, pas d'expérience sur ces domaines en interne, j'ai pas forcément compris. Donc, n'hésitez pas à la compléter pour qu'on puisse y répondre au mieux. Donc, je passe à la suivante et n'hésitez pas à la compléter en tout cas. Les périodes de mission durant la formation sont-elles toutes à l'URA ou est-ce que certaines sont sur d'autres régions? Alors, c'est les phases, j'imagine, quand vous indiquez mission, j'imagine que ce sont les phases en organisme et donc on y viendra dans la dernière partie qui concerne la formation. En tout cas, les phases de terrain, on va dire, sont bien en région Rhône-Alpes. Est-il possible de postuler pour les 2 spécialités? Donc, c'est la question qu'on avait tout à l'heure. Si on pouvait candidater sur LCTI et CCA, on peut tout à fait. On a de nouveau la question. Donc, c'est visiblement une question que beaucoup d'entre vous se posent.
Est-ce que vous avez un document qui regroupe tous les sites qu'on peut choisir? Alors, si ça concerne les sites Rhône-Alpes, quand vous allez sur le site La Sécu Recrute, que vous cliquez sur les appels à candidature, alors que ce soit l'appel à candidature LCTI ou CCA, dans l'introduction, vous avez le détail des sites sur lesquels on recrute pour les postes, que ce soit CCA ou LCTI. Donc, tout est reprécisé. Et donc, vous pouvez après l'indiquer dans votre lettre de motivation pour qu'on sache exactement sur quel site vous vous positionnez. Ensuite, je vois une question. Avez-vous des conseils afin de se préparer au mieux aux différents tests? Comment se préparer aux tests d'aptitude cognitive? Alors, il existe des petits livrets, des petites... oui, des livres qui préparent aux tests d'aptitude. Alors, il y a notamment les livres qui préparent sur le TAGE-MAGE, les tests TAGE-MAGE ou d'autres tests d'aptitude cognitive. Vous en trouverez si vous cherchez. Il y a plein de livres qui existent sur le sujet et qui permettent de se préparer à ce genre de test d'aptitude cognitive. Je pense qu'on a balayé toutes les questions. N'hésitez pas à nous dire si jamais on n'a pas été assez précis dans les réponses qu'on a pu apporter. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée entre-temps. Est-ce que le poste de CCA dans le département 38 concerne Grenoble ou Vienne? Sur l'offre de poste, il est précisé les deux départements différents en haut et en bas de l'offre. Alors effectivement, au début, on avait ouvert le poste d'inspecteur en Isère, l'inspecteur CCA en Isère sur le site de Vienne, sur notre site de Vienne. En fonction de mouvements internes, on a ouvert finalement ce poste sur notre site de Grenoble. Donc il est bien ouvert à Grenoble et non à Vienne. Pas forcément d'autres questions. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On va passer à la suite de la présentation qui va concerner la partie formation. Et donc, il y aura certainement, vous allez trouver des réponses aux questions que vous avez pu poser dans le chat, mais on y reviendra après la présentation. Je vais vous présenter à présent le dispositif de formation initiale du métier d'inspecteur du recouvrement et les modalités de formation qui y sont liées. Le suivi et la réussite de cette formation initiale certifiante est obligatoire afin de pouvoir exercer la fonction d'inspecteur du recouvrement en URSSAF. C'est une formation inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et donc valorisée par un certificat de qualification professionnelle qui lui donne une équivalence Master 2 et une reconnaissance européenne niveau 7. Une fois diplômé, l'inspecteur est donc agréé et devra prêter serment devant le tribunal d'instance. Les thèmes qui seront abordés tout au long du parcours de formation sont variés. Entre autres, législation du recouvrement, la comptabilité, les outils professionnels de la branche, la documentation et la communication. La durée de la formation est variable selon les métiers. Pour un élève inspecteur de lutte contre le travail illégal, elle durera 16 mois, ce qui représente 224 jours de formation. Et pour un élève inspecteur généraliste, 19 mois, soit 251 jours de formation. La formation se déroule en alternance en centre de formation. Elle comporte 40% de phase théorique et 60% sur le terrain, c'est-à-dire sur le site au rattachement de l'élève inspecteur ou en entreprise et accompagné par le tuteur qui lui sera désigné. Concernant la rémunération, pour les candidats externes, 22 000 € annuels bruts en moyenne, et pour les candidats internes, la rémunération est maintenue. Une fois la certification obtenue, l'inspecteur sera rémunéré 32 400 € bruts au niveau 6 de notre classification. Les frais liés au parcours de formation, hôtellerie, restauration, déplacement, sont pris en charge par l'organisme employeur selon le protocole d'accord relatif aux frais de déplacement. Le parcours de formation initiale est composé de différentes phases, des séquences dans l'organisme,
des séances théoriques en centre de formation et des stages sur le terrain sous la responsabilité d'un moniteur et d'un tuteur qui évalue la qualité des activités réalisées et le degré d'autonomie. Un socle commun d'enseignement au métier du contrôle qui se décline d'une présentation des fondamentaux des connaissances, la détection de la fraude et des exigences communes en matière de qualité rédactionnelle, de l'utilisation optimisée d'Excel, d'application des normes professionnelles et des modules de formation spécialisés aux fonctions. La formation théorique se déroule soit en présentiel, dans le centre de formation désigné par notre caisse nationale, soit en distanciel. Quelles sont les méthodes pédagogiques mises en œuvre pour accompagner les stagiaires? Ces méthodes favorisent la conduite de projets collectifs et l'utilisation des outils professionnels de la branche. Les intervenants sont des professionnels internes et externes au réseau des URSSAF. Et tout au long de la formation, vous seront proposés des séminaires nationaux d'une journée organisée par la Caisse nationale qui traite des thèmes essentiels pour l'exercice des métiers du contrôle. Un premier séminaire d'accueil présentera la convention d'objectifs et de gestion et ses enjeux, les deux autres, la gestion du risque et enfin la lutte contre l'évasion sociale, les fraudes et le travail illégal. Cette formation en alternance repose sur la qualité des séquences théoriques et tutorées en coordination entre le centre de formation et l'organisme employeur. Tout au long du parcours de formation, un suivi et une évaluation continue sont réalisés par le tuteur, le manager et par le formateur référent désigné par le centre de formation. Les échanges nécessaires au suivi du stagiaire inspecteur se font au moyen d'un carnet de suivi des compétences complété par le tuteur et le manager. La direction de l'organisme est avisée régulièrement de la progression du stagiaire et se prononce à chaque phase sur le maintien ou non en formation. Et à l'issue de la dernière phase en organisme, la direction rencontre le stagiaire afin de lui faire part de son avis favorable ou défavorable pour se présenter à la certification. La décision est jointe au dossier de certification pour être présentée au jury. Le principe de la certification à l'issue du parcours de formation. Le stagiaire inspecteur est auditionné par un jury professionnel composé de différents acteurs qui va se prononcer sur la base de l'entretien et des réalisations probantes produites afin de le proposer ou non à la certification. Afin de respecter le principe d'impartialité des membres des jurys, l'organisme recruteur n'intervient pas dans le jury qui auditionne son agent. L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, UCRANS, délivre ensuite, par le biais d'un jury national souverain, le certificat de qualification professionnelle qui garantit que le salarié inspecteur a suivi la formation initiale institutionnelle appropriée et a acquis les compétences requises pour exercer son métier. Si vous avez des questions sur le processus de formation, nous vous écoutons. Alors, il y a quelques questions qui sont arrivées. Où se déroule la formation? Alors, le lieu et le centre de formation est désigné par la Caisse nationale. Donc là, en tout état de cause, on n'a pas ces informations-là, donc je ne pourrais pas vous dire où se situent les différents centres de formation qui seront désignés par la Caisse nationale. Tout va dépendre de la volumétrie des recrutements en région. Et la Caisse nationale va déterminer les centres de formation en fonction. Alors, une fois la formation terminée, au bout de combien de temps peut-on changer de secteur ou de région? Alors ça, je vais peut-être botter vers Maude. Oui, alors sur la question au bout de combien de temps on peut changer de secteur ou de région, en fait l'idée c'est alors de secteur
je ne sais pas si ça veut dire secteur géographique ou secteur LCTI, CCA, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la formation inspecteur, que ce soit CCA ou LCTI, ça nécessite un investissement pour le candidat, pour l'élève inspecteur. Ça nécessite aussi un investissement pour l'équipe contrôle du site sur lequel sur le site sur lequel il est rattaché, qui est très conséquent. Donc, rien n'attache personne nulle part. On n'attache pas les gens à un endroit. Par contre, il est vrai qu'on demande, on s'attend en tout cas, à ce que les personnes restent un certain temps dans l'organisme qui les a formés avant de partir dans une autre région. Et le réseau des URSSAF est assez, tient à ce principe, qui est que quand c'est une région qui a formé un inspecteur, on s'attend à ce qu'il reste un petit peu dans cette région-là, en tout cas. Alors, il n'y a pas de réponse, j'ai conscience de ne pas apporter une réponse en tant que telle en me disant il faut 5, 10, 15, 20 ans, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt un principe un engagement moral, on va dire, j'ai été formé par une région, je m'engage à rester un certain temps pour le retour sur investissement quelque part en termes de formation. Je vois qu'il y a une autre question. Est-ce pénalisant en termes de motivation si on postule pour un poste d'inspecteur CCA sur une région et sur un poste d'inspecteur LCTI sur une autre région? Alors, peut-être que j'ai pas forcément été très claire dans la réponse que j'ai apportée tout à l'heure. En fait, on peut candidater sur inspecteur CCA et LCTI dans la même région. Si votre région, votre choix 1 en termes de région, c'est Rhône-Alpes, que ce soit pour CCA ou LCTI. C'est-à-dire que vous allez candidater en CCA et LCTI sur la région Rhône-Alpes. En fait, la multiplicité des candidatures, en gros, si vous êtes, alors peut-être que voilà, ça n'arrivera pas, mais en tout cas, si vous êtes retenu, vous avez candidaté inspecteur CCA en Rhône-Alpes et vous candidatez inspecteur LCTI en PACA. Si on vous sélectionne tous les deux, les deux régions vont vous convoquer pour des tests d'aptitude. Les tests d'aptitude, c'est géré au niveau national. Donc, il y a un moment, on va se rendre compte que vous avez été convoqué 2 fois pour passer les tests. Et donc, il va falloir que vous fassiez un choix. Il va falloir que vous indiquiez si votre choix 1, c'est Rhône-Alpes, CCA, ou si votre choix 1, c'est PACA, LCTI. En tout cas, il faut vraiment que vous cibliez votre candidature sur la région pour laquelle vous voulez vous positionner en choix 1. J'espère que c'est plus clair. En tout cas, sur les modalités pour candidater sur plusieurs régions. Le montant du salaire net. Alors, on ne communique pas forcément des montants en termes de salaire net parce que je serais incapable de vous donner le salaire net exact que l'on peut gagner. On a communiqué sur les salaires bruts. C'est plutôt là-dessus qu'on communique. Les salaires nets, je ne veux pas m'engager sur un montant qui pourrait ne pas être celui qui sera affiché sur votre fiche de paye en fonction des cotisations qui seront prélevées. Donc, c'est un peu difficile à répondre en termes de salaire net. Ensuite, il y a des questions qui concernent plutôt la formation. Oui, Maud, merci. Alors, quel est l'organisme de formation? Alors, l'organisme de formation, comme je vous le disais tout à l'heure, il sera désigné par la Caisse nationale. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'informations communiquées par la Caisse nationale, donc je ne pourrais pas vous fournir ces éléments-là. Le centre de formation peut-il se trouver hors région URA? Oui, effectivement, il peut se trouver hors Rhône-Alpes. Donc, voilà, il faut que vous ayez en tête que éventuellement, pour poursuivre la formation, vous serez peut-être amené à vous déplacer hors Rhône-Alpes. Et si oui, peut-on suivre la formation en distanciel? Alors, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions.
on est vraiment tributaire de la caisse nationale. Donc pendant la crise sanitaire, les deux précédentes promotions, les modules de formation ont été mis en place en 100% distanciel. À aujourd'hui, avec une crise sanitaire qui commence à s'essouffler quand même un peu, peut-être que la Caisse nationale prendra la décision de proposer des modules en présentiel. Donc, une fois la formation terminée, Salmod a répondu. Pas de réponse dans le diaporama. Pourquoi une différence de durée CCA et LCTI? Alors, mes collègues Stéphanie et Lauriane vous ont expliqué quand même qu'il s'agit là de deux métiers différents. Donc, au niveau de la formation est adaptée également à ces deux métiers. Donc, il y a un socle commun à tous les métiers du contrôle. Donc, inspecteur, CCA, LCTI, ça a été présenté dans le diaporama. Et puis, après, il y a une déclinaison en fonction des spécialités. Donc, des spécialités liées au métier de contrôleur du recouvrement, au métier d'inspecteur généraliste et au métier d'inspecteur LCTI. C'est la raison pour laquelle, effectivement, la durée des parcours diffère. Quelle part de candidats entre en formation? Quelle part de candidats qui entrent en formation obtiennent la certification? Alors, si on recrute et on présente nos candidats, en général, on espère véritablement qu'ils obtiennent la certification. Donc là, c'est un investissement personnel évidemment à fournir pour obtenir cette certification. Si vous êtes assidu à la formation, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas certifié. Lorsqu'on postule sur la région Rhône-Alpes, peut-on choisir une ville en particulier? Sur les postes qui sont proposés, je vais vous laisser Maud s'exprimer, oui, elle lève la main. Alors, du coup, oui, on a bien indiqué sur les appels à candidature et puis dans la présentation qu'on vous a faite, les villes sur lesquelles on ouvrait des postes, et c'est bien sur ces villes-là qu'il y a des postes vacants en Rhône-Alpes. Donc, on vous invite, dans le cadre de votre lettre de motivation, à bien préciser si vous souhaitez candidater sur le site de Grenoble, de Saint-Étienne, Annecy, etc. Mais bien le préciser dans votre lettre de motivation. Il n'y a pas d'autre endroit pour le préciser. C'est dans la lettre de motivation que vous pouvez le préciser. Vous pouvez également mettre, s'il y a plusieurs sites qui vous intéressent, Grenoble, Annecy, mettez-les dans l'ordre de votre choix et de la priorité que vous donnez en termes de faisabilité pour vous d'installation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, seulement 14 candidatures seront retenues pour la région Rhône-Alpes. On a effectivement 14 postes ouverts, donc 14 candidatures retenues à l'issue du processus, si on trouve 14 candidatures qui correspondent à la fin des différentes étapes de sélection. En tout cas, il y a bien 14 postes ouverts en Rhône-Alpes. Et puis, il y a une question qui concerne le déroulé de la certification. Donc, Isabelle, je vais te redonner la main pour pouvoir répondre à cette question. Alors, le déroulé de la certification, comme je l'ai précisé dans le diaporama, vous êtes suivi par votre manager et votre tuteur au moyen d'un carnet de suivi des compétences. Donc, ils vont vous évaluer tout au long du parcours de formation et juger si effectivement vous pouvez présenter la certification. Si ils jugent que vous pouvez vous présenter à la certification, vous avez un entretien devant un jury professionnel composé de différents acteurs. En général, c'est des managers contrôle, des représentants RH et des représentants des caisses nationales. Donc, vous serez auditionné, vous aurez un entretien, on va vous écouter, et puis vous allez devoir
présenter un rapport probant, c'est-à-dire une mise en situation donc les membres du jury vont vous évaluer et vous certifier à ce moment-là. Si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose à ce que vient de dire d'Isabelle concernant la certification du métier d'inspecteur. Juste pour préciser que pendant tout le long de votre formation, vous allez être évalué quand vous serez en centre de formation, c'est-à-dire que vous avez des sessions d'évaluation qui permettent de voir, en effet, si vous avez bien acquis, compris, assimilé toute la législation qu'on vous a enseignée. Il y a aussi, lorsque vous êtes en organisme, on est aussi là pour voir si vous savez correctement mettre en pratique ce qui vous a été enseigné en Institut 410. Donc tout ça fait l'objet, comme l'a dit Isabelle, d'un rapport où on marque des appréciations, si oui, tel champ est bien acquis, est-ce que l'inspecteur a une attitude positive, professionnelle, etc., etc. Parce qu'il y a le savoir-être aussi qui est également pris en compte. Donc voilà pour le volet, on va dire, purement formation. Ensuite, à l'issue de la formation, c'est vrai qu'il y a la certification, où pendant la durée de votre formation, vous allez devoir mettre en forme des dossiers de contrôle. En tout cas, là, je parle pour la LCTI, où ces dossiers de contrôle vont devoir être présentés au jury de certification. Donc, en gros, voilà, vous êtes devant un jury de directeur de site ou de responsable contrôle, et c'est à vous de dire et de justifier la position que vous avez eue sur tel dossier, pourquoi on a fait un redressement forfaitaire, etc., etc. Ensuite, une fois que la certification est acquise, vous avez une période probatoire qui est de 6 mois à 1 an et qui, là, se termine par ce qu'on appelle l'agrément définitif, où là, toujours, vous devez présenter 1, 2 ou 3 dossiers, suivant la décision de la Caisse nationale, des dossiers sur lesquels vous avez pu travailler en totale autonomie. Donc pareil, ça vous demande encore un petit peu d'investissement et d'acquérir de nouvelles connaissances, etc., etc. Mais voilà, en gros, pour le parcours. Stéphanie, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou pas, mais voilà en tout cas pour ma partie. Non, effectivement, c'est la même chose. L'acte de certification, c'est-à-dire ce qui clôt la formation, ça sera de mettre en avant un dossier, deux dossiers, voire 3 dossiers en fonction des années et des décisions de la Caisse nationale, et puis de les mettre, de spécifier ce que vous avez effectué dans le cadre de ces contrôles, ce que vous avez effectué tout seul, pourquoi vous avez choisi ces dossiers, ce dont vous êtes fier, etc. Donc, de mettre en avant, en fait, votre pratique et tout ce que vous avez pu acquérir au cours de cette formation. Donc, c'est vraiment une certification sur le métier, c'est-à-dire que ce n'est pas un oral de plus pour se vendre soi, c'est-à-dire que on essaye de clôturer sa formation sur vraiment ses acquisitions et ce qu'on a pu apprendre au cours de toute la formation. Voilà, je vais peut-être repasser la parole à Maud parce qu'il y a encore des questions qui sont arrivées. Oui, on a 2 questions par rapport aux candidatures. Donc, la première question, c'était si je postule cette année et que je ne suis pas retenue, puis-je retenter l'année d'après? Alors, en fait, ça dépend de l'étape à laquelle votre candidature s'est arrêtée. C'est-à-dire que si vous candidatez et que votre candidature n'est pas retenue sur dossier, vous pouvez tout à fait recandidater l'année suivante. On va faire étape par étape. Si votre candidature est retenue sur dossier cette année, vous allez à l'étape des tests d'aptitude et que vous n'obtenez pas une note suffisante pour aller à l'étape suivante après les tests d'aptitude, vous pouvez retenter votre chance l'année suivante. Si vous avez été sélectionné sur dossier, que vous passez les tests d'aptitude, que vous réussissez les tests d'aptitude, que vous allez à l'étape de la session d'évaluation individuelle, Assessment Center, et que vous obtenez un avis défavorable suite à l'assessment, la validité de l'assessment, c'est 2 ans. Donc, vous ne pourrez pas recandidater l'année prochaine. Votre candidature ne pourra pas être retenue l'année suivante puisqu'on considère que l'assessment est valable 2 ans. Si maintenant vous êtes allé à l'étape de l'assessment, que vous avez un avis
favorable à l'assessment et que vous allez en entretien final devant le jury de validation de candidature et que vous obtenez un avis favorable et que on a 15 bons candidats et que vous êtes le 15e et qu'on n'a que 14 postes, vous pouvez tout à fait recandidater l'année suivante. Il faudra que vous repassiez l'étape des tests d'aptitude. Vous ne repasserez pas l'assessment si vous avez eu un avis favorable, mais vous repassez le test d'aptitude. Maintenant, si à l'oral, l'entretien avec le jury final, vous avez eu un avis défavorable, là, on considère qu'il est valable aussi 2 ans. Et du coup, la dernière question, par curiosité, vous recevez en moyenne combien de candidatures pour la région Rhône-Alpes? Alors, ça dépend vraiment des années et des sites sur lesquels on ouvre les postes d'inspecteurs, mais en général, on reçoit entre, on va dire, entre 80 et 150 candidatures en région Rhône-Alpes. Et du coup, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Donc, on va... Il y en a encore 2, Maud. Il y en a encore 2. Je ne sais pas vu du coup. Je suis désolée. Oui, la période de formation et l'intensité du travail à fournir vous semble-t-elle compatible avec une vie de famille, avec des enfants en bas âge? Oui, enfin, si vous consacrez quand même du temps à la formation, tout est envisageable, quoi. C'est une question d'organisation, je dirais, avec des enfants en bas âge. Est-ce que chaque année, il y a un poste d'inspecteur sur Grenoble à pourvoir? Alors là, je laisse Maud. Alors, non, il n'y a pas forcément tous les ans un poste ouvert sur chaque site et pas forcément un poste ouvert sur Grenoble chaque année. En fait, les postes d'inspecteurs, on les ouvre là où on a le besoin, puisque en fonction de la zone géographique, on considère qu'il nous faut un certain nombre d'inspecteurs pour contrôler les entreprises du département. Et donc, si on a le nombre suffisant d'inspecteurs sur le site de Grenoble, on n'ouvrira pas de poste l'année prochaine. Plus de questions, je pense. Stéphanie, je te laisse me dire. Ou Lauriane, non, c'est bon? Non, visiblement, c'est bon. Bon. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire sur la présentation des métiers d'inspecteur du recouvrement. Si vous êtes intéressé pour l'un des 14 postes que l'on a ouverts en région Rhône-Alpes, rendez-vous sur la Sécu Recrute, comme on vous l'a précisé tout à l'heure. N'oubliez pas, la date de clôture des candidatures, c'est le 30 septembre. Donc, déposez votre dossier avant cette date-là. Et on va mettre dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction. Donc, si vous pouvez prendre une petite minute pour compléter ce questionnaire et nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire. Et puis, comme on vous l'a indiqué en introduction, si vous souhaitez revoir ce webinaire, vous pourrez consulter le replay, soit à la fin, en cliquant sur le lien qui vous a permis de vous connecter à ce webinaire aujourd'hui, soit à partir de demain sur notre chaîne YouTube ou sur notre page LinkedIn. Donc, n'hésitez pas. On vous remercie vraiment pour votre attention et on vous souhaite une très bonne fin de journée à tous.